Alors bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo sur le Covid en Colombie. J'ai déjà fait une première vidéo, donc je ne vais pas répéter tous les aspects de l'épidémie en Colombie. Je vais vous donner des nouvelles un peu plus fraîches et je vais insister sur deux points particuliers qui sont des conséquences de l'épidémie particulière à la Colombie. Alors tout d'abord, dans ces particularités, dans l'historique, le confinement a commencé très tôt, donc c'est un confinement qui dure depuis très longtemps et c'est une des grandes difficultés du pays, c'est qu'actuellement on est en situation de déconfinement depuis le mois de mai, mais le pays ne peut pas non plus complètement déconfiner puisque le pic vient à peine de commencer, hélas, et va atteindre son maximum, selon les régions, entre le début août et le début septembre. Alors il a fallu un système d'aide assez performant pour que la population, qui est assez pauvre, tienne le coup et puisse rester chez elle, alors qu'elle est normalement obligée de sortir pour travailler et gagner sa vie au jour le jour. Donc il y a eu un certain nombre d'aides alimentaires et d'aides financières. Ça a été l'occasion donc d'avoir la médiatisation en Europe des chiffons rouges qui marquaient les maisons ou les appartements qui demandaient de l'aide alimentaire au tout début de l'épidémie, quand l'aide alimentaire n'était pas encore distribuée de manière assez efficace. Deuxième difficulté que l'on a vue, qui est inhérente à ce pays pour un petit peu tous les problèmes, c'est la corruption. Donc il y a eu un énorme problème de corruption sur les aides alimentaires et sur les aides financières. Il y a beaucoup de procès. Bon, on va voir ce que cela donne, mais en général, la plupart de l'argent s'évapore sans qu'on puisse y faire grand chose. Ça, je l'avais déjà dit dans ma dernière vidéo, donc je ne m'étends pas dessus. Par contre, quels sont les points un petit peu particuliers de la Colombie ? C'est les différents types de confinement tout d'abord. Donc certains sont appelés Pico y Cédula, c'est ceux qui utilisent le dernier numéro de la carte d'identité pour, selon le jour de la semaine, dans certains endroits, ou selon le numéro du jour du mois, selon la date, des pairs et impairs. Cela permet d'autoriser ou non de sortir les gens. Alors à Bogota, c'est Pico y Cédula pour l'instant. Avant ça a été Pico y Género, donc c'est un jour les femmes et un jour les hommes. Voilà, donc ça c'est les différentes manières qu'ils ont de réduire un petit peu la circulation des gens dans les villes et dans les villages. Dans certains villages, il est parfois difficile de sortir selon son numéro de cellula et son genre. Il est très difficile de sortir plus d'une fois par semaine. Alors un autre point important, c'est que ils ont eu des difficultés, on le verra tout à l'heure, pour maintenir une constance dans le confinement, que les gens restent chez eux et continuent à poursuivre ce confinement de façon efficace. Donc certaines municipalités ont été jusqu'à imposer le couvre-feu, en particulier un couvre-feu qui va du vendredi soir au lundi matin, ou voire au mardi matin quand il y a un pont le lundi. Donc ça, c'est des mesures un petit peu extrêmes, parce que dans ces régions-là, en particulier dans le nord de la Colombie et à Cali, il est de plus en plus difficile de faire respecter le confinement et la progression de l'épidémie est importante. Un autre point, c'est la ley seca. Ils ont associé le confinement à l'interdiction de vente d'alcool. Donc là, vous en voyez l'exemple. Eh bien, ça, c'est dû à deux choses. C'est que l'un des problèmes du manque de respect du confinement, ça a été les réunions entre amis autour de quelques verres. Et puis, d'autre part, le confinement entraîne une augmentation de la consommation d'alcool, en particulier dans les quartiers pauvres, et entraîne une augmentation de la violence, en particulier de la violence contre les femmes. Donc cette violence-là ayant augmenté, le nombre de fêtes entre amis ayant augmenté, eh bien, ils ont décidé d'interdire de vendre de l'alcool dans le pays. Donc, à partir du mois de mai, on a un début de déconfinement qui n'en finit plus de se prolonger. Donc ils ont commencé à céder à certains lobbies et à ouvrir à certaines industries le droit de travailler. Mais depuis, c'est un petit peu bloqué. Donc les gens ne peuvent toujours pas circuler en dehors de ces exceptions pour ces industries qui ont le droit de travailler, les manufactures en particulier, et la construction. Donc une autre originalité dont j'ai parlé la dernière fois, c'est le jour sans TVA. Ça, c'était quelque chose qui était prévu avant
l'épidémie et qui a été utilisé comme si c'était aussi un remède aux problèmes économiques générés par l'épidémie. Donc de faire un jour sans TVA, ce qui a amené évidemment dans les grands magasins une énorme foule. Ce jour-là s'est précipité et évidemment on peut imaginer que c'est ce qui a généré le début de l'augmentation qu'on observe maintenant du nombre de cas et du nombre de morts, correspond à peu près à il y a 3 semaines quand on a fait ce premier jour sans TVA. Il y en avait 3 au départ de prévu. Le deuxième jour sans TVA, ils l'ont fait de façon virtuelle pour l'électroménager. Donc vous pouvez acheter les gens sur internet. Ça a réduit largement les bousculades, les agglomérations au niveau des grands magasins. Et le troisième jour sans TVA, les maires des villes qui ont commencé à voir l'augmentation de l'épidémie de façon exponentielle ont dit non, là on veut pas, donc il a reporté son troisième jour sans TVA. Voilà, un autre aspect important, je vous le disais tout à l'heure, c'est la quantité de fêtes qui sont organisées pendant ce confinement, en particulier dans les régions où la culture veut que l'on fasse beaucoup la fête. Donc c'est le cas du Valle, de Cali, du nord de la Colombie, des Caraïbes, donc des 2 grosses villes, Barranquilla et Carthagène, et surtout Barranquilla. Donc là on a vu d'énormes fêtes se voir organisées, des fêtes qui amenaient plus de 500 personnes, les amendes contre ces fêtes se comptent par milliers au départ, maintenant ça se compte plus que par centaines, mais enfin c'est 300-400 amendes à chaque week-end pour essayer de stopper ce phénomène de faire la fête, qui est évidemment favorisé par le fait que organiser des fêtes alors que toutes les discothèques, les bars, etc. sont fermés, eh bien ça permet de pouvoir pratiquer des tarifs importants et qui attirent les organisateurs du point de vue des bénéfices qu'ils vont faire. Un autre point assez original de la Colombie, c'est la communication présidentielle. Donc le président s'est mis à faire une allocution tous les soirs, qui s'est transformée rapidement en émission de télévision, une espèce de talk-show avec des mini-reportages, des interviews des ministres. Les ministres jouent le rôle des chroniqueurs, et on a ça 1 heure par jour depuis plus de 100 jours, donc plus de 100 émissions. On se demande d'abord s'il n'a pas autre chose à faire que préparer une émission tous les jours, parce que ça demande évidemment certainement une grande préparation toute la journée. On voit pas bien comment ça dure autant de temps, donc il commence à faire de la politique. Donc du coup les partis contestent cette parole démesurée de ce parti-là par rapport aux autres. Donc là ça commence à être très contesté, mais il continue à faire son show tous les soirs. C'est assez étonnant parce qu'on voit qu'il aime ça, il aime être présentateur télé, c'était peut-être son truc quand il était petit, il voulait être présentateur télé et là il adore ça. Dernier point de ces originalités, eh bien, c'est les personnes de plus de 70 ans jusque-là étaient interdites de sortie. Donc ils étaient confinés beaucoup plus strictement que les autres. Ils ont fait ce qu'on appelle une tutela, donc c'est une forme juridique qui permet de mettre en cause une grosse entreprise ou l'État. Et ils ont gagné. Donc depuis quelques jours, les personnes âgées ont de nouveau le droit de sortir comme les autres, faire 2 heures de sport par jour, puisque c'est la loi qui nous autorise à faire 2 heures d'activité physique par jour. Alors comme je vous le disais la dernière fois, les Colombiens ne croient pas vraiment à l'importance de ce virus. Je vous le disais à propos des témoignages sur l'altitude de ceux qui attrapent ce virus, qui ne s'en préoccupent pas assez tôt, qui contaminent toute leur famille, etc. Ça en particulier dans la région des Caraïbes. Là, il y a une enquête qui est sortie, donc qui nous donne un aspect un petit peu plus mesuré de la chose. Donc on a demandé aux Colombiens qu'est-ce qui les préoccupait le plus en ce moment. 34% c'est le chômage, 27% c'est la corruption, seulement 13,6% trouvent que le Covid-19 est une préoccupation principale. Donc voilà, ça c'est un point qui va poser problème parce que le gouvernement va avoir de plus en plus de mal à maintenir les gens confinés. Donc la situation de l'épidémie, alors cela fait 2 jours qu'on est passé au-dessus de 200 décès par jour. Il y avait déjà eu ce passage au-dessus de 200 il y a quelques jours, donc on peut dire qu'on est actuellement en moyenne autour de 200 décès par jour. Le nombre par contre de cas positifs à partir des tests a fortement augmenté, hein. Il est passé, on tournait autour de 3-4 000, là on est près de 9 000 cas par jour. Donc ça c'est très inquiétant pour dans évidemment 15 jours, quand ces cas-là vont tomber réellement malades ou vont décéder. Donc on peut prévoir que déjà dans 15 jours il y aura une grosse augmentation du pic. Alors le pays par contre est assez hétérogène, donc je vous présente la carte.
qui montre les régions Covid parce qu'il commence à y avoir des initiatives locales de déconfinement selon l'importance du Covid dans chaque municipalité. Donc ils ont fait une carte qui montre l'hétérogénéité de la Colombie. Les zones vertes sont dites des zones sans Covid. Alors elles ont l'air importantes, mais ce sont des zones avec une densité de population extrêmement faible. Donc vous voyez que les zones du sud de la Colombie, Leticia en particulier, a eu un pic épidémique qui est en train de diminuer, ainsi que le Nariño. Donc Leticia, c'était sa proximité avec le Brésil, évidemment, qui est très touché par l'épidémie, et c'est une ville qui se trouve sur un axe de communication. Le Nariño, c'est sa proximité avec l'Équateur, qui a commencé une épidémie très tôt, et là aussi, c'est en train de diminuer. Ensuite, vous voyez que la côte Pacifique, aussi bien que la côte Caraïbe, est fortement touchée. Là, ce sont des cas qui sont d'autant plus augmentés qu'il y a ce problème des fêtes familiales ou des réunions entre jeunes, où il doit y avoir une forte propagation du virus, avec évidemment le plus dans les endroits de densité, donc Cali, dans le Valier, et puis sur la côte, eh bien, Barranquilla et Carthagène. Alors Barranquilla est dans une situation un petit peu particulière puisque nous avons un maire qui politiquement a besoin de nier l'épidémie. Donc les données sont très difficiles à trouver sur Barranquilla. Quand j'ai voulu vérifier qu'il y avait réellement une baisse de l'épidémie, j'ai eu du mal à trouver les données, contrairement aux autres villes. Donc ces données sont plus ou moins cachées et de toute façon, ce qui en ressort dans les statistiques nationales, c'est que l'épidémie n'a pas l'air du tout de diminuer. Or, il veut déconfiner dès mardi prochain, alors qu'il m'apparaît à moi qu'il est dans le pic de l'épidémie, à part la mortalité globale, c'est sur ça qu'il se base surtout, mais ça me paraît très risqué. Et puis évidemment, au centre du pays, Bogota, qui est très touchée, c'est la ville de très forte densité, 8 millions d'habitants. On va voir ça de plus près, que Bogota est dans une phase de croissance de l'épidémie, avec un R0 de 1,13, donc c'est pas énorme, mais le nombre de cas étant très grand, l'épidémie progresse avec un grand nombre de cas. Alors Bogota a dû revenir en arrière et reconfine, mais d'une façon partielle. Ils vont reconfiner les quartiers les uns après les autres par tranche de quartiers d'environ 2,5 millions d'habitants, jusque vers fin août, donc 3 fois 2 semaines. Pendant 6 semaines, on va avoir un confinement tournant, ce qui est assez original, mais qui permet de ne pas confiner totalement la ville et de réduire quand même la propagation du virus. Ceci dit, il y a un fort risque de confinement total parce que on est à 90% et si on arrive à 100%, la mairesse a dit qu'elle reconfinait totalement la ville. Le gouvernement national a décidé d'appuyer plus particulièrement cette ville en ventilateur. Ils équipent au fur et à mesure les lits et on est à peu près à 90% d'occupation des hôpitaux. Donc ça, c'est un problème urgent puisque au fur et à mesure que les malades rentrent dans les unités de soins intensifs, eh bien, il faut des nouveaux ventilateurs pour pas atteindre cette saturation de l'hôpital. Donc voilà, la course est entamée. Le pic est prévu en juillet-août dans ces villes-là, villes comme Cali, Bogota et Medellín. Donc les grosses villes, c'est plutôt vers mi-août. Ils disent que le pic est passé pour Leticia, le Nariño et ils incluent aussi Barranquilla, mais là j'ai quand même quelques doutes. Et puis il y a des villes très en retard comme Manizales qui eux n'ont pas du tout commencé le pic, donc qui auront leur pic beaucoup plus tard, peut-être en septembre. Donc je vais faire un petit peu le point sur certaines conséquences de l'épidémie en Colombie. Je vais en développer uniquement quelques-unes. Rapidement, je rappelle que l'épidémie et en particulier le confinement a développé et a réactivé une grande violence dans le pays. Donc tous les groupes armés se sont mis en guerre les uns contre les autres et il y a des régions fortement touchées par le conflit armé qui a clairement repris. J'y reviendrai peut-être dans la prochaine vidéo. Un point important, c'est le chômage. Donc vous avez vu que c'est une inquiétude majeure pour les Colombiens. Le chômage a actuellement atteint 21,4%, le chômage
mesuré, donc avec la même mesure auparavant de l'épidémie, on était autour de 10%, on va dire. On a pratiquement doublé le nombre de chômeurs. Donc ça, vous voyez, c'est un phénomène qui est un petit peu commun avec les États-Unis et le Canada, où on doit avoir une structure du marché de l'emploi à peu près semblable. La Colombie atteint le record, c'est le pays avec le record de chômage actuellement dans l'OCDE. Donc ça, c'est un grave problème. Il y a des villes particulièrement touchées, donc des villes où on atteint plus de 30% de chômeurs, Neiva, Ibagué, Armenia, et par contre des villes un peu moins touchées, comme Barranquilla et Carthagène. C'est peut-être une des raisons que le maire a de vouloir déconfiner à Barranquilla en niant l'épidémie. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne stratégie. Ce qui a été particulièrement touché, c'est le commerce, la réparation automobile, et les industries de la manufacture. Donc on peut s'attendre à avoir un énorme problème économique et social, puisque ici il n'y a pas d'assurance chômage. Dès que les aides de l'État pour les familles sans emploi vont s'arrêter, il risque d'y avoir une grosse crise socio-économique. Donc un focus supplémentaire que je voudrais faire, c'est sur le problème des Vénézuéliens. Les migrants vénézuéliens sont un véritable problème très particulier à la Colombie. Il faut savoir que la Colombie héberge actuellement 1 400 000 Vénézuéliens qui sont venus en l'espace d'environ 2 ans, 2 ans et demi dans le pays. La moitié, à peu près 742 000 d'entre eux se trouvent en situation régulière dans le pays, ils ont des papiers, mais ils n'ont pas obligatoirement de travail. Et 650 000 se trouvent dans une situation encore plus précaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas de papiers pour la résidence dans le pays. Et il est très difficile d'en faire actuellement des papiers, puisque justement la Colombie a rompu ses relations diplomatiques avec le Venezuela. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Eh bien, on a actuellement un retour des Vénézuéliens dans leur pays. Donc depuis le début de l'épidémie, on estime qu'il y a environ 60 000 Vénézuéliens qui ont repassé la frontière dans l'autre sens, parce qu'ils étaient dans des conditions extrêmement précaires et que le confinement n'a pas arrangé les choses. Certaines vous disent dans les interviews, si on doit mourir, autant retourner chez nous pour mourir dans notre pays et auprès de notre famille. Donc ça a entraîné une vague de migration qui continue à se poursuivre. Vous voyez, hier, on a 700 Vénézuéliens qui ont été transportés, par exemple, à l'aide de 35 bus de Bucaramanga jusqu'à la frontière. Donc ces Vénézuéliens sont souvent accumulés, soit à Bogota. À Bogota, on en a encore environ un campement de 200 personnes environ qui attendent de partir au terminal de transport. Et ils arrivent à la frontière. Et là, il se passe autre chose, c'est que les autorités vénézuéliennes ne peuvent pas assurer au-delà d'un maximum de personnes les quarantaines de l'autre côté. Donc, ils bloquent à la frontière. On a actuellement 1900 migrants de bloqués à la frontière. Donc, ils commencent à s'accumuler à la frontière colombienne. Il en passe quand même énormément par jour. Le Venezuela ne laisse passer que 350 personnes le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc, environ 1000 personnes par semaine. Là, il y a une grosse arrivée. Il y a encore au moins 5200 migrants qui sont actuellement retenus à différentes distances, on va dire, de la frontière, et 1900 migrants qui sont au niveau de la frontière complètement bloqués. Évidemment, cette région-là, où il y a ces migrants, théâtre d'une très grande violence. Depuis le confinement, on a 435 crimes, 435 personnes ont été tuées, 44 ont disparu, et on a compté 170 affrontements armés dans cette région, qui est aussi une région d'affrontements armés. Donc la situation de ces migrants est extrême, et c'est l'une des conséquences évidemment dramatiques de cette épidémie. Évidemment, les migrants maintenant n'affluent pas autant qu'au départ, qu'en mars-avril, vers la frontière, mais vous voyez que ça continue au rythme de 1000 par semaine, ce qui est limité par le Venezuela. Un dernier point qui vous montre la situation de ce pays, qui a peu de moyens, qui s'est d'ailleurs pas mal démerdé avec le peu de moyens qu'il a pour sortir de cette crise de la meilleure façon, on va dire, ou de la moins pire.
Alors je terminerai sur une note un petit peu triste. Il y a eu un accident grave dans un petit village pas très loin de Cienaga, qui est la ville natale de mon épouse. Un petit village qui s'appelle Tassarera, et ça vous montre un petit peu la pauvreté qui existe dans ce pays, la difficulté qu'ils vont avoir aussi par rapport à ça à lutter contre cette épidémie. Eh bien, un camion d'essence s'est renversé au bord de la route, et là, ce petit village étant extrêmement pauvre, les habitants se sont précipités autour du camion pour récupérer un peu d'essence dans des bidons. Ils se sont agglutinés. Le camion a pris feu quand il y avait pas mal de monde autour. Donc il y a eu de nombreux morts, 42 actuellement. Ils ne sont pas morts tout de suite. Ils ont été gravement brûlés. Certains ont été amenés à Bogota, et c'est pour ça que je suis un petit peu impliqué, puisque on a dû trouver pour ces gens très pauvres et qui avaient le Covid. Donc ça vous montre à quel point l'épidémie est quand même développée sur la côte Caraïbe, puisque sur les 11 qui sont arrivés à Bogota, il y avait plus de la moitié qui avaient le Covid ou qui étaient suspectés de l'avoir. Et il fallait leur trouver du matériel, puisque l'hôpital de Bogota, le service des grands brûlés, ne fournit pas tout le matériel. Il faut que les familles fournissent une partie du matériel. Et donc en particulier, il manquait des couches, de la crème pour nettoyer les personnes. Et je dois dire que j'ai été assez impressionné de voir à quel point Internet dans ce cas-là peut aider. J'ai fait un appel, et sur un groupe d'ailleurs de Français, et beaucoup ont répondu en envoyant quelques paquets de couches ou quelques matériels, et on a pu ainsi approvisionner l'hôpital, dans lequel on ne peut pas laisser le matériel non plus parce qu'il serait immédiatement dérobé. Donc j'ai une partie du matériel chez moi, et cette tragédie a marqué évidemment le pays, car tous ces gens appartiennent à la même communauté. Donc c'est un véritable drame qui s'est produit et qui a marqué ces derniers jours. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je pense refaire un autre point environ dans 15 jours sur la situation, et normalement on devrait être en plein pic épidémique à ce moment-là. Au revoir et à bientôt.